Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelles. J'espère que ça va bien, c'est AVA. Est-ce que vous avez été affolés avec cette température au cours des derniers jours? Des choses pour nous rassasier, c'est cette émission du TV Laval Nouvelles. On va aborder notamment les nominations au Oscar. Denis Villeneuve, quelques citations. On va être très précis avec Nicolas Vincent-Poirier. Stéphanie Léveillé-Denis vient nous parler des enjeux de demain du monde des médias. Également, Opération Enfant Soleil, une chanteuse, une artiste de chez nous qui va venir nous parler de cette cause et pourquoi elle se mobilise. Et de même aussi que Monica Choukassi, conseillère sécurité financière, c'est la saison des REER et des CELI. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous êtes prêts? On va décortiquer ça ensemble un petit peu plus tard. Allons-y tout d'abord avec ce segment nouvelle. Laval qui pourrait interdire la Marie dans certains lieux publics. On est à quelques mois justement de la légalisation du cannabis et pour prévenir des problèmes de cohabitation entre les usagers de cannabis et les familles, l'administration de Mers n'écarte pas la possibilité d'en interdire la consommation dans certains lieux publics comme les parcs et les espaces verts. À cet égard, la Ville réclame de Québec le pouvoir de le décréter par règlement municipal. Voilà une des 16 recommandations d'un mémoire de 24 pages fraîchement déposé dans le cadre des consultations sur le projet de loi 157 qui constitue la Société québécoise du cannabis. Dans la même veine, on demande de prévoir certaines dispositions permettant de suspendre temporairement le droit de consommer de la marijuana sur la voie publique lors d'événements tels que la fête des pompiers ou la fête de la famille, par exemple, ce qui, je pense, fait un gros bon sens. Et en matière de distribution et de vente de cannabis, Laval demande au gouvernement le droit de créer des zones franches autour des écoles et endroits fréquentés en majorité par des jeunes comme cela se fait dans certains États américains. Un droit de veto aux municipalités est aussi revendiqué quant à l'implantation d'éventuels points de vente sur leur territoire. Par ailleurs, la Ville demande au gouvernement Couillard d'effectuer un suivi auprès d'Ottawa pour que les sommes prévues pour l'achat d'équipements et la formation des policiers soient disponibles avant l'entrée en vigueur de la loi. Et l'administration municipale évalue minimalement ses coûts à 1,5 million de dollars, alors que le service de police de Laval devra former quelques 200 agents aux fins d'application de la nouvelle réglementation. Grogne et inquiétude dans les salons de massage. Gérante depuis 7 ans dans 5 des principaux salons de massage érotique de Laval, Jessica M, son nom fictif pour la cause, estime qu'au moins 1000 filles se retrouveront à la merci des gangs de rue à la suite du nouveau règlement restreignant grandement la présence de tels établissements sur l'île Jésus. Jessica M affirme qu'aucun propriétaire de salon n'a été averti par un préavis ou une mise en demeure de la révocation de son permis annuel, à l'exception d'un seul. Certains salons de massage poursuivraient d'ailleurs actuellement leur activité en raison de ces démarches juridiques, rapporte Jessica M. Même au plus fort de la crise déclenchée par une série importante de fugues à l'hiver 2015, jamais l'une des adolescentes en cavale et suspectée d'être exploitée sexuellement par un souteneur n'a été retrouvée dans un salon de massage érotique, a affirmé catégoriquement Alain Meyer, inspecteur-chef aux enquêtes criminelles du service de police de la Ville de Laval lors du dévoilement du nouveau règlement. Chez Aria Massage, une adolescente a déjà réussi à se faire engager en empruntant les cartes de sa sœur aînée à qui elle ressemblait. Par leur conversation, les autres masseuses ont rapidement douté de son âge et 2 jours plus tard, on l'expulsait et prévenait sa mère, d'autant plus qu'elle risquait alors de se retrouver avec un souteneur peu recommandable, ajoute Jessica M. Les gens n'imaginent pas à quel point nous sommes stricts, voire impitoyables sur cette question. Les gérants travaillent pour les masseuses et non le contraire, d'autant plus que ces dernières empochent 80% de ce qui sort des poches du client, alors qu'un pimp va réclamer combien, selon vous, à la fille qui l'exploite? Donc, soutient-elle par cette question? C'est bientôt le Super Bowl. C'est très excitant, le Super Bowl. Et je vous dis, c'est tout aussi excitant ce qu'on va jaser. La saison du REER et du CELI également. J'aime faire évidemment cette belle nomenclature pour pouvoir l'introduire parce que vous la connaissez, Monica Choukassi, qui est conseillère en sécurité financière. Salut Monica, merci d'être là. Salut Alexandre. Merci de nous parler, de faire l'ABC, l'alphabet de ce que c'est le REER et le CELI parce qu'à chaque année, on se retrouve en février, on commence à paniquer, tout juste sorti des fêtes, on est un petit peu congestionné, pas juste par la grippe, par les cartes de crédit, mais là, il faut commencer aussi à épargner. Là. Fait que c'est peut-être pas facile pour ceux qui nous écoutent actuellement. Alors, peut-être commençons par décortiquer ce que c'est un REER et un CELI. Oui, bien, la première chose, pour ne pas être congestionné, comme tu dis, la meilleure chose, ce serait peut-être d'avoir un prélèvement automatique à chaque mois.
ça peut être 5 par semaine. Normalement, c'est 25 par mois le minimum. Alors déjà là, tu ne seras pas trop congestionné. Ça sort le même jour de ta paye, donc tu apprends à travailler avec moins d'argent tout de suite. Fait que c'est réglé. Oui, et en plus, tu vas probablement avoir plus d'argent à la fin de l'année que si tu le fais une fois. Ben oui, probablement, parce que veut pas, on est un petit peu paresseux parfois, alors on a besoin de se faire tenir par la main, surtout dans le cas de ce qui est de l'argent et de nos épargnes. Oui, alors REER, si on commence? Alors, le REER. Le REER, premièrement, ça veut dire régime d'épargne enregistré. Alors, c'est pour la retraite, normalement. Alors, c'est un montant d'argent que quand tu l'utilises, à ce moment-là, tu le places. Ce montant-là n'est pas imposé. OK. Alors, si tu as déjà s'il a déjà été imposé, à ce moment-là, dans le fond, tu vas avoir un plus gros retour d'impôt. Donc, qui peut équivaler à peu près à 30 à 30 de ce que tu as cotisé. À peu près. OK. Donc, important de ceux qui nous écoutent actuellement, justement, quand on dit qu'on a une date limite, la fin février. Oui. Donc, c'est important de le faire actuellement parce qu'on va payer moins d'impôts en bout de piste. Exactement. Tu payes moins d'impôts. Et normalement, l'intelligence de faire, ce qui est important, c'est de prendre ce montant-là que tu vas avoir en retour d'impôt, puis de le placer, soit pour avoir un coussin de sécurité s'il arrive un problème, pour une réparation, n'importe quoi. Alors, ce montant-là que tu peux récupérer d'impôt, à ce moment-là, tu le places dans le CELI pour le faire travailler. Alors, tu fais de l'argent avec de l'argent. Justement, le CELI. Si on peut l'aborder, justement, on a ouvert la porte. Alors, différence avec le REER? Bien, le CELI, ce n'est pas pour économiser à ce moment-là. Vous n'avez pas de retour d'impôt avec le CELI. On ne peut pas l'imposer. Mais vous n'êtes pas imposé. Donc, tous les intérêts qui vont être générés au niveau du CELI ne sont pas imposés. Par contre, le montant que vous pouvez mettre est beaucoup moins. C'est en moyenne à peu près 5 500 et ça fait à peu près 10 ans que ça existe. Donc, vous ne pourriez pas arriver une année puis dire OK, moi, je mets 5 500 chaque année puis cette année, je mets 20 000. Non, ça, c'est impossible. Est-ce qu'il y a différents types de CELI? C'est-à-dire qu'il y a des CELI où on peut les faire croître plus rapidement? Il y a des CELI au rendement. OK. À ce moment-là, c'est comme un intérêt, mais c'est pas, on parle de peut-être 1,5 mais pas qui va être... 10-15, on s'entend. Oui, si moindrement vous pensez laisser l'argent peut-être un petit peu plus longtemps, des fois, vous pouvez avoir des CPG ou des choses comme ça qui, présentement, ont des taux d'intérêt assez intéressants. Là, évidemment, on va parler aux gens, tout dépendant de leur profil. C'est-à-dire, si des gens font des revenus assez élevés. Donc, est-ce que c'est plus avantageux d'y aller avec un REER, un CELI ou de combiner les deux, par exemple? Combiner. Combiner totalement? Oui. Même, vous pourriez emprunter à ce moment-là parce que, bon, une chose qui est importante, c'est qu'au niveau de la capacité de placement pour le REER, vous ne pouvez pas dépasser 18 de votre revenu. De l'année. Ouais. Exactement. Alors, ça, c'est une première chose. Et si vous n'utilisez pas la cotisation, elle s'accumule d'année en année. Donc, si vous avez droit, je vous donne un exemple, de placer 5 000 par année, puis pendant 10 ans, vous ne faites rien, bien, après 10 ans, vous avez 50 000 de disponibles en cotisation. Si on hérite, par exemple, un héritage de 50 000 on pourrait placer 50 000 directement. Exactement, à ce moment-là. Ce que vous ne pourriez pas nécessairement faire avec le CELI, dépendamment de l'argent que vous avez déjà accumulé. Alors, là, vous prenez votre REER, vous prenez un investissement, un placement REER dans un compte REER. Alors, parce que souvent, il y a des méprises là, par rapport à la définition. C'est important, c'est des nuances, puis on ne maîtrise pas ça. Donc, vous pouvez avoir un compte REER, un compte CELI, un compte d'épargne, un compte chèque. Un compte chèque. Alors, c'est de l'argent que vous mettez à un endroit, mais la structure du compte va être différente. Exact. Donc, je prends l'argent, je le mets dans un compte REER, j'ai un retour d'impôt à ce moment-là sur ce montant-là. Quand je reçois le montant, bien, normalement, je le mettrais dans un CELI. Alors, ce qui fait où je peux le replacer pour le REER de l'année prochaine, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, j'aurai moins besoin d'argent. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de mettre de l'argent de votre salaire. L'argent va travailler pour nous, exactement. Vous faites de l'argent avec l'argent. Avec l'argent, c'est oui, extrêmement intéressant. Oui, c'est un multiplicateur et avec les intérêts, ça peut être extrêmement intéressant. Bon, c'est très avantageux. Oui. Et là, je m'adresse aussi, c'est sûr que, bon, on n'a pas tous la même situation financière. Oui. Alors, si des gens sont peut-être un petit peu moins aisés, des familles parfois, mère monoparentale, où on a plusieurs enfants, alors on a peut-être moins d'argent consacré à ce genre de fonds-là. Bien, à ce moment-là, ça serait plus un CELI si vous avez... parce que normalement, vous n'êtes presque pas imposé de toute façon. Donc, on ne veut pas baisser notre revenu. On veut, à ce moment-là, surtout épargner. L'important, c'est épargner. Peu importe le type de compte, déjà au départ. Alors, si vous mettez un petit montant tout le temps dans un compte, alors, mettons, on va prendre un compte CELI. Oui. Premièrement, les intérêts ne seront pas imposés mais l'important, quand vous mettez l'argent dans un compte CELI,
c'est de réfléchir avec quelqu'un pour que cet argent-là soit placé. Si vous le mettez dans un compte CELI comme si c'était dans un compte d'épargne avec 0,000 c'est plus comme un tampon, un fonds de s'il arrive quelque chose, un pépin, peu importe, si on a un ça projet, peut grossir un CELI, ça peut ça. devenir 100 000 parce que si vous mettez le montant maximum chaque année, bien, tous les intérêts qui sont générés de ce montant-là créent plus de place. Ouais. Il reste peu de temps, mais en même temps, ça peut être aussi bon si on reçoit des prestations d'aide familiale de la part du gouvernement. Je sais que si moindrement, on peut le réinvestir en CELI, là, si on peut se le permettre. Bien, oui, à tous les niveaux, de toute façon, tout ce que vous allez investir va vous rapporter. Ouais. Puis quand on fait des tableaux, je donnais l'exemple à un moment donné d'une maman qui ne voulait pas que sa fille se retrouve dans la même situation qu'elle. Elle a dit, bien écoute, elle a 10 ans, moi je vais mettre 25 $ par mois toute sa vie, mettons jusqu'à 65 ans. Combien aurait-elle? Alors, on le place, mettons, à 5 % ce qui est un moyen là, à ce moment-là. Bien, à 65 ans, elle aurait accumulé un quart de million. Et ce qui est surprenant, c'est que de sa poche, elle aurait mis seulement 32 000. C'est rien. Puis, là, on parle de 25 $ par mois. Par on s'entend là. que dans 30 ans, 25 $ c'est comme 5 $ maintenant. C'est ça, ça va croître, ça va changer de valeur. Exactement. Il nous reste une minute, puis je veux pas qu'on passe outre la clientèle qui est peut-être un petit peu moins active, les personnes âgées. Oui. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus d'argent qui rentre, du moins. Donc bien, avant 65 ans, si vous avez des REER, changez-les en CELI. Transférez-les en CELI tout de suite parce que à ce moment-là, dépendamment si vous avez des surplus de revenus garantis ou des choses comme ça, vous pourriez être très pénalisé. Donc, il y a des opérations, moindrement quelqu'un qui n'a vraiment pas un gros revenu et qui supposément va avoir un supplément de revenus garanti, automatiquement avant 65 ans, il faut transférer en CELI. Puis, à ce moment-là, ou le transférer en fer, mais si vous le transférez en fer, ça veut dire que vous devez commencer à sortir l'argent du compte. En rente. Ça veut dire que c'est un montant cet argent-là. Sinon, on va se faire, on va le récupérer. S'il y a des... Faites affaire avec quelqu'un qui va faire des bonnes structures pour vous parce que vous pourriez être imposé sur 10 000, vous pourriez perdre les 3/4 de ce montant-là. Dans ce cas-là, on va voir notre conseillère en sécurité financière. Oui, exactement. Merci beaucoup, Monica Chukassi, de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Puis on reparle très bientôt de d'autres, justement, avec la saison des CELI et REER, de d'autres astuces pour ne pas se faire trop grappiller finalement par le gouvernement. Merci Vive beaucoup. bien tout le temps. Exactement. Merci. Controverse autour de la visite du ministre Barrette. Un controversé statut publié sur Facebook le 16 janvier en fin d'après-midi concernant le passage, le jour même, du ministre Gaétan Barrette à l'hôpital de la Cité de la Santé s'est répandu comme une traînée de poudre. Marie-Ève Gosselin, qui accompagnait sa mère hospitalisée, dénonçait les à-côtés entourant la présence du ministre de la Santé et des Services sociaux. M. Barrette est en visite ici avec les caméras, écrit-elle, en déplorant une mise en scène en vertu de laquelle des ambulances auraient été détournées vers d'autres centres hospitaliers pour montrer à quel point nos urgences font bien. Elle ajoute, il y a une équipe qui passe juste devant lui en avant pour libérer les corridors. Le personnel est en colère ici, mais tellement pas surpris. Ça a l'air que c'est la même histoire à chaque fois qui se pointe. La face ici, toujours selon les dires de cette dame. Puis en réponse à un commentaire, Mme Gosselin en remet, évoquant la tonne de messages reçus d'infirmières et de préposés, selon lesquels cette façon de faire serait coutume à l'occasion d'une visite ministérielle. À midi, le 18 janvier, moins de 48 heures plus tard, son statut approchait les 18 000 partages. Et reprise ce matin par la chroniqueuse du 98.5 FM, Catherine Brisson, à l'émission de Paul Arcan. Cette affaire a rapidement donné lieu à la publication de communiqués émanant du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et d'Urgence Santé qui nie tout en bloc. Le CI3S de Laval assure qu'aucun détournement ou refus d'ambulance n'a eu lieu lors de cet événement. Aucun usager a été déplacé ou incommodé. Aucun changement n'a été apporté au service régulier de l'urgence ou à tout autre service de l'hôpital, pouvait-on lire dans une dépêche communiquée publiée à 8h40 le 18 janvier. Même son de cloche du côté de la plus grande organisation ambulancière au Québec qui, dans sa mise au point, affirme que la visite du ministre n'a occasionné aucune modification à la répartition des ambulances d'urgence santé destinées au CI3S de Laval. La répartition s'est faite comme à l'habitude, toujours pour, concernant ce dossier-là, terminer. Voilà ce dossier. Le nouveau procès de Tony Accurso qui reprendra dès le 7 mai, avorté in extremis il y a 2 mois, raison de la contamination de 3 jurés exposés à des éléments d'information qui n'avaient pas été présentés en preuve. Le procès de Tony Accurso sera relancé dès le mois de mai avec la sélection d'un nouveau jury. La décision qui a été rendue au Palais de justice
Le 17 janvier, l'ouverture du terme des assises présidée par la juge de la Cour supérieure, Joanne Saint-Gelais, et le porte-parole du ministère public, Maître Richard Rougeau, s'est dit pleinement satisfait de voir que le système judiciaire ait fait le nécessaire pour que ce procès soit entendu rapidement, saluant au passage l'efficacité démontrée par le juge James L. Brompton lors des conférences préparatoires avec les représentants de la poursuite et de la défense. Rappelons que l'homme d'affaires Tony Accurso est le seul des 37 co-accusés à ne pas avoir plaidé coupable dans le scandale du partage des contrats publics qui a sévi pendant au moins 15 ans sous la mairie de Gilles-Vaillancourt. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation pour complot, fraude, corruption dans les affaires municipales et abus de confiance. Le procès prise 2 débutera le 7 mai avec la convocation des citoyens qui auront reçu une assignation de jurés. Tous défileront pendant 2 jours devant le juge James L. Brompton en vue d'une sélection dans les 48 heures suivantes d'au moins 12 jurés, peut-être 14 si le juge en décide ainsi. Note toujours Maître Rougeau. Aujourd'hui, on accueille Josée Cusson, directrice des communications pour l'Association des stations de ski du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue sur l'émission. Donc, aujourd'hui, vous avez une petite mission spéciale. Vous êtes porte-parole en remplacement de Patrice Bélanger, animateur artiste qu'on voit souvent sur les grands médias. Donc, en remplacement en tempête de neige, c'est vous qu'on a. On est content de vous avoir. Donc, vous avez des expériences manèges qui s'en viennent. Oui. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. On va inciter les familles à bouger, s'inscrire pour faire du ski, de la planche à neige. Oui, bien, dans le fond, l'Association des stations de ski fait plusieurs initiatives pour initier les familles. Puis, entre autres, oui, on a un programme qui s'appelle Expérience Manège. C'est dans plusieurs centres urbains. Donc, c'est surtout dans des parcs. Ouais. Où on développe des mini-stations de ski. Donc, ici, à Laval, on a le Centre de la nature, Oui. où on initie, dans le fond, des 5 à 8 ans à tous les fins de semaine, de 10 h à 3 h l'après-midi. Les gens peuvent venir sans réservation. On leur offre également l'équipement avec le casque fourni. Donc, les gens peuvent se présenter tant qu'ils ont des enfants de 5 à 8 ans. Oui. Les équipements sont fournis. Oui. C'est entièrement gratuit. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'une première expérience quand on a 5 à 8 ans, là, puis on embarque pour la première fois? C'est quoi qu'on va apprendre au départ, là, qui est vraiment la base? Bien, surtout, ce qu'on leur montre, c'est la sensation de glisse. Donc, on veut vraiment qu'il y ait du plaisir. Donc, on va leur faire des étapes. On va commencer par un réchauffement en bas de piste. Ensuite de ça, on va monter dans ce qu'on appelle une petite demi-lune. Donc, c'est une petite courbe. Une petite courbe, là. Juste pour leur expliquer la sensation de glisse, pour pas qu'ils aient peur. Soient surpris, qu'ils aient l'impression de perdre le contrôle. Aucune vitesse. Donc, c'est vraiment la sensation de glisse. Ensuite de ça, on va leur faire passer dans une espèce de piste qui a des petites bosses. Okay. Donc, il n'y aura pas de vitesse qui se prend parce que la bosse nous ralentit. Donc, encore là, c'est toute la Notion maîtrise. de contrôle, Exactement. maîtrise. Ouais. Et puis, vous avez aussi des événements qui s'en viennent le 11 février. Oui. Encore une fois, les 5 à 8 ans, mais dans 40 stations de ski. Oui, dans le fond, cet événement-là fait suite aux expériences manège. Il y a certaines stations de ski où on ne retrouve pas d'expérience manège parce que les 4 sites qu'on a, c'est dans le fond à Laval, à Longueuil, au parc Michel-Chartrand. On a à Québec au domaine Mézeray. Oui, Et on a Dollars aussi, des Ormeaux aussi. oui, à Dollars des Ormeaux où c'est seulement de la planche à neige. Et Gatineau? Gatineau, c'est un site événementiel, donc on est là pendant le bal de neige. D'accord, OK. Ouais. C'est un événement unique dans ce cas-là. C'est ça. Et puis, pour ce qui est du 11 septembre, bien, c'est 40 stations de ski, dans le fond, qui offrent gratuitement à même leur station une initiation pour les 5 à 8 ans. Le 11 février. Le 11 février. Oui, 11 septembre, c'est un autre événement. J'étudie le 11 septembre. Oui, mais c'est pas grave, Excusez-moi. c'est pas grave. Le 11 février. Donc, c'est ça, ça va être un événement gratuit. Les inscriptions se font directement sur notre site manège.ski. Ski. Donc, il faut s'inscrire 36 heures d'avance pour cet événement-là. Le 21 janvier, vous avez fait un autre événement pour les plus de 5 ans. Donc, c'était principalement des adolescents, jeunes adultes, personnes âgées? 5 ans et plus. Dans OK. le fond, on a même vu une 5 à dame 77 de 60 ans qui est venue s'initier dimanche dernier. C'était vraiment... Ça a été un bel événement. Oui, un très bel événement. Au total, on a initié dans la même journée au-delà de 15 000 personnes En une seule journée? en une seule journée. Et cette journée-là, dans le fond, on faisait aussi
se faisait partout dans le monde. C'était le World Snow Day. OK. Donc, c'était pas juste au Québec là, que cet événement-là se passait. Et puis, là, on a environ au Québec, ski alpin et planche à neige confondus, environ 1,4 million d'adeptes. Ouais. Ça, si on en rajoute 15 000 à chaque événement, ça va monter assez rapidement. J'imagine que c'est ça le but du jeu, là. Oui, bien, c'est sûr que ces initiatives-là, c'est pour vraiment stimuler le plus de gens à venir essayer le ski. Évidemment que si on initie les jeunes, bien, c'est sûr que la famille va aussi embarquer dans le sport de l'enfant. Espérons. Espérons-le. Et puis, c'est ça, bon an, mal an, au Québec, c'est à peu près 6 millions de jours ski. Donc, c'est 6 millions de visites dans les 75 stations de ski du Québec. Et puis la moyenne, malgré les changements de saison, etc., là, on est dans une certaine incertitude au niveau météo, des trucs comme ça. Les dernières années, les stations de ski, vous avez soit fermées ou ouvertes plus tôt, plus tard. Est-ce que ça a un impact majeur ou c'est quand même, écoute, les journées qu'il y a de la neige puis qu'il y a du monde, ça va, c'est plein? C'est sûr que la saison s'étale sur plusieurs mois. Ouais. Présentement, janvier, février, c'est la plus grande proportion. Dans le fond, c'est 40 environ de l'achalandage de l'année. Nos stations de ski sont habituées de faire avec Mère Nature. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on s'ajuste. Les dameuses, la fabrication de neige aussi, qui est hyper importante maintenant en début de saison. Sans la fabrication de neige, on ne pourrait pas ouvrir avant les fêtes. Donc, ça serait difficile. Exactement. Fait que les outils en place sont là pour offrir le plus possible des belles conditions de glisse. Et puis, le ski alpin, il y a une vingtaine d'années, a commencé à avoir l'intrusion, si on veut, des planchistes. Aujourd'hui, faire du ski alpin ou de la planche, il n'y a plus vraiment c'est plus un étrange qu'on voit sur la piste avec une seule planche. Là, c'est vraiment, non, là, ça se partage la route. Là, oui, si on veut. Oui, tout le monde se partage la route. Même que maintenant, dans les parcs à neige, on voit de plus en plus de skieurs aussi aller visiter les parcs à neige pour le plaisir d'essayer les différents étapes, là, des petits chemins que les stations font, des pistes profilées, Donc, oui, il y a un beau partage qui se fait entre le ski et la planche à neige. Puis, en regardant la population qui vieillit, on a vraiment de plus en plus de baby boomers. Est-ce que c'est une participation qui est un petit peu plus active de ces gens-là? Est-ce que nos baby boomers commencent à vraiment faire des activités, les enfants quittent la maison, on tombe à la retraite, on va redécouvrir une activité où c'est trop intense. Je penserais pas. C'est moins intense qu'on pourrait croire faire du ski ou de la planche. Là. Oui, je pense les que genoux, etc., c'est pas très... Bien, tout dépendra de la condition physique, évidemment de la personne, mais on voit de plus en plus de grands-parents venir avec leurs jeunes enfants, leurs petits-enfants. Donc, c'est eux maintenant qui initient les petits-enfants. J'ai une collègue de travail qui a 4 petites filles, puis c'est elle, à tous les dimanches, qui va chercher les 4 petites filles, puis qui va faire du ski. Donc, c'est un beau sport de famille. Hein. Tout à fait. C'est un moment où, exemple, dans la remontée mécanique, il n'y a personne qui a son téléphone ou sa tablette. Donc, une chance. C'est une belle occasion pour avoir des belles discussions, puis partager, échanger. Ouais. Puis, dernier petit point, est-ce que c'est encore les plus jeunes qui ont tendance à faire la planche et les plus vieux le ski, ou là, c'est vraiment anything goes? Tout le monde peut s'adapter à un ou l'autre? Tout le monde peut s'adapter. Puis je pense que quand on choisit un ou l'autre, on a vraiment une passion de faire ce sport-là. Puis peu importe l'âge, on peut le découvrir. Ouais. Et puis, pour découvrir l'expérience manège qui est présentée par Sport Expert, le site encore pour nos gens à la maison? Manège.ski. Donc, c'est manège comme M-A-N-E-I-G-E. Point ski. Et toutes les informations sont là, les conditions de neige, les promotions, les événements des stations. Parfait. Bien, Madame Cusson, un gros merci. Ça me fait plaisir. Et puis, on se revoit sur les pentes. Bien, bon ski. Une douzaine d'organismes se partagent la somme de 120 000 $. La Ville qui a rendu public le 17 janvier l'octroi de quelques 120 000 $ en subventions consenties à la fin de la dernière année à une douzaine d'organismes du milieu. Centraide s'est accaparé la part du lion au moyen d'une enveloppe de 52 000 $. Ce montant représente la contribution corporative à la campagne de financement des employés retraités de la Ville qui, au total, a permis de récolter en 2017 une somme record de 196 000 $. Les 20 000 $ versés au Centre de bénévolat et Moisson Laval l'ont été dans le cadre de la 33e campagne de panier de Noël. Et cette organisation qui exploite la Banque alimentaire régionale de Moisson Laval répond entre autres aux besoins d'organismes par la récupération, le traitement et la distribution d'aliments de qualité.
Chaque mois, plus de 21 000 Lavallois, peut-être vous, ont recours à l'aide alimentaire. À titre de contribution en 2017, la Ville a consenti 10 000 $ à la grande guignolée des médias qui se déroule toujours le premier jeudi du mois de décembre. Et le Centre de bénévolat et Moisson Laval ainsi que la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont assuré le succès de l'événement qui a mis à contribution plus de 400 bénévoles, lesquels ont recueilli les dons en argent et denrées non périssables aux différents points de collecte à travers l'île Jésus. Et par ailleurs, une subvention de 1 000 $, en fait, c'est de 9 000 $, qui a été octroyée à la Fondation Brunet-Surin, dont la mission est de promouvoir une vie active et en santé et une réussite éducative et sportive auprès des jeunes. Enfin, 8 organismes de loisirs se sont partagés la somme de plus de 27 000 $ via le programme d'assistance financière de la Ville qui, à raison de 2 fois par année, offre un soutien de l'ordre de 6 $ par jeune Lavallois de 17 ans et moins participant aux activités. Le CF Carrefour Laval, voilà, prend le virage vert. En novembre dernier, le CF Carrefour Laval procédait à l'implantation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans le cadre du programme national de Cadillac Fairview. Le mois dernier, c'est 20 autres bornes qui ont été ajoutées, celles-ci dédiées exclusivement aux voitures Tesla. Et les premières ont été installées près de l'entrée numéro 2. La borne à recharge rapide peut accueillir 2 voitures et prend 30 minutes pour recharger la batterie à 80 %. Avec l'autre borne, la batterie se recharge à 80 % en 3 ou 4 heures, explique Jacqueline Coste, directrice générale du centre commercial de Chomédé. La facture d'installation des bornes s'élevait à plus de 40 000 $, un coût qui est divisé entre les 2 parties qui se partageront également les revenus. Quant aux bornes Telsa, elles ont été aménagées aux frais de l'entreprise américaine et son utilisation est gratuite pour ceux qui possèdent un tel véhicule. Si la technologie satisfait les clients, il y a cependant eu du mécontentement en raison des espaces de stationnement occupés par des voitures non électriques. Un projet de loi est d'ailleurs sur la table du côté du gouvernement provincial dans lequel on prévoit l'interdiction de stationner devant une borne sans l'utiliser sous peine d'amende. Hadi So, finaliste de la 2e édition du Gala Dynastie, la télévision de Laval qui est très heureuse d'annoncer que notre animatrice, collègue, amie ici, l'émission Laval 1001 Culture, Hadi So, qui est finaliste pour cette 2e édition du Gala Dynastie. C'est célébré dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et pour lancer les festivités de cette célébration que le Gala Dynastie vise à récompenser des personnalités qui sont issues des communautés noires qui gravitent autour des arts, des médias et de la culture, dont le travail et les accomplissements méritent d'être reconnus. Le concours Choix du public revient à nouveau cette année et le finaliste qui aura reçu plus de votes remportera 7 catégories. On invite les Lavallois à partager la bonne nouvelle. On vous invite à aller voter pour Hadi So sur le site galadynastie.com pour la personnalité télévision émergente de l'année. Votez. Je vous invite à le faire évidemment aussi personnellement auprès de Hadi So. Elle est très inspirante et aussi surtout très mobilisée pour la communauté noire. Alors je pense que c'est doublement important de le faire, de la soutenir dans les prochaines semaines. Vous avez sans doute déjà été sur notre site internet, le tvrl.ca. Vous avez vu également notre page Facebook. Évidemment, TV Laval, qui est à la fine pointe de la technologie, qui est très conscient de la réalité, de l'avenir des médias, en ayant toutes ces émissions TV Laval nouvelles sur le tvrl.ca par YouTube. Puis également, comme je vous parlais, de Facebook. On est évidemment sur Instagram. Alors, en tant que média dit traditionnel, votre TV n'a pas le choix que de suivre ce courant. Et justement, les collaboratrices, elle aussi, tu regardes beaucoup Stéphanie Léveillé-Denis, ce qui se trame sur la toile. Tu viens de nous parler souvent de sujets, la numérisation, par exemple. Et plus que jamais, en 2018, ce sera l'un des sujets. Et aussi, surtout, je pense, pour les médias traditionnels, sujet de préoccupation de plus en plus, surtout avec la loi qui n'a pas fait l'unanimité concernant Netflix avec le gouvernement du Canada en 2017. Alors, tu voulais aborder ceci avec nous aujourd'hui. Comme quoi, les influenceurs, les YouTubers sont actuellement vraiment, je dirais, un peu la façon de vivre un peu du monde des médias, là, de plus en plus. Oui, bien, tout à fait, Alex. Bien, ce qui arrive, c'est qu'un petit peu comme au début des années 2000, quand l'industrie du disque a eu le phénomène Napster, les ventes ont décliné, partages de fichiers, etc., on savait qu'il y avait de quoi qui se tramait, mais on ne pouvait pas dire exactement dans quelle direction ça allait aller. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, l'industrie a carrément changé, pas sa vocation, mais sa façon de faire. Ouais. Et ce qui est aussi dénotable, c'est que ça a changé
peut-être dans les 2-3 dernières années, mais plus rapidement que pendant les 15 dernières années avant. Oui, ça a été un long déclin pour finalement avoir un retour et un remaniement qui est très rapide. Donc, à ce niveau-là, dans les médias traditionnels, on commence à sentir ça. Premièrement, les médias écrits, ils se font de plus en plus difficile de vendre des copies physiques. La presse n'existe plus. La presse n'existe plus, version papier. Le traditionnel journal très long qu'on pliait dans le métro, c'est fini cette époque. Donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs médias qui sont changés. Si on prend comme Vice, qui a commencé comme une revue, un journal qu'on donnait gratuitement dans le métro, qui aujourd'hui sont rendus sur tous les continents du monde, une plateforme énorme qui font la diffusion. Ils ont même une plateforme télévision conventionnelle sur le câble. Documentaire que je regarde souvent. Documentaire, moi aussi. Et des sujets qui sont un petit peu plus cinglants, si on veut, parce que là, on ne deal pas avec le grand public. On deal avec du marché de niche. De niche. Donc, puis c'est un peu aussi ce que TV Laval est. C'est-à-dire, on a une clientèle. Un mandat communautaire. Ben c'est ça, exactement. Puis souvent, justement, c'est, je dirais, c'est vocation de niche. On va le dire comme ça. Oui. C'est une vocation et c'est une nécessité. Tout à fait. Une unicité et ça dessert quand même un grand bassin de population, surtout dans une grande ville comme Laval. Une grande ville comme Laval, c'est 1 demi-million de personnes. Ben c'est ça, là, exactement. Là, plus de 400 000 personnes. Alors d'où, justement, qu'on est en danger, mais en même temps, c'est un besoin essentiel. Alors, il faut trouver des solutions également. Tout à fait. Donc, la diversification sur les médias sociaux, c'est l'étape d'après. Un peu comme les musiciens l'ont fait, les compagnies disques, un bout de temps, commençaient à signer des packages, c'est-à-dire des 360, des deals, où est-ce que là, on prend en charge l'artiste, mais si ça ne fonctionne pas, le temps d'essai est beaucoup moins long qu'à une certaine époque où est-ce qu'il y a 20 ans. Il y a moins de marge d'erreur. On prenait un artiste, puis on se donnait environ, on bâtissait une carrière. Là, c'est qu'on prend un deal 360, tout est déjà packagé. C'est déjà l'image, c'est ça, le son, c'est ça, on repeaufine, on retravaille, on marche avec une structure qui est déjà là. Dans les médias, maintenant, les stations de radio, les stations de télé, les codes d'écoute déclinent un petit peu. Pourquoi? Parce que le rendez-vous télévisuel ou le rendez-vous radio commence à se perdre parce que les milléniaux ne sont pas du tout là-dedans. On est dans l'immédiat, on est dans le moi, j'aime cette série-là, je vais me faire un binge-watching, je vais le regarder toute la série à la fin de la saison en rafale. En rafale, ou sinon, par exemple, quand on manque une série télé, il y a les tout.tv de ce monde, on va en ligne, on le rattrape quand on a le temps, en déplacement, dans le métro, un peu partout, en balado-diffusion. Tout à fait. Il y a ce moyen-là. Puis même, qu'on parlait tantôt de YouTubers puis d'influenceurs, la façon maintenant de se servir des médias sociaux, c'est de monétiser notre je vais dire exposure en bon espagnol. Mais c'est ça, c'est vraiment comme par exemple, moi, mon linge à chaque semaine, j'ai une boutique qui me commandite parce que c'est une personnalité. Sur la toile, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, Instagram, peu importe. Alors, c'est maintenant devenu cette façon-là de faire. Ça a toujours été, mais là, c'est plus essentiel que jamais. Exemple, quand j'étais musicienne sur la route, j'avais des compagnies qui me prêtaient ou me donnaient certains instruments de musique. Donc ça, à ce niveau-là, la première fois que Fender m'ont donné une guitare, j'étais comme « Wow, je suis une rockstar, j'ai eu ma première guitare payée, ça me coûte rien, une guitare de 2000 $, wow, je capote ». Aujourd'hui, maintenant, les compagnies font affaire avec des influenceurs. C'est plus rentable pour une compagnie de passer le râteau dans un bassin de population très précis, une niche très précise. Exemple, la fille qui fait des démonstrations de maquillage, les ouvatiers Revlon vont faire avec elle des petites ententes de « Écoute, on te donne tant d'argent si tu fais la démo de tel produit ». Là, c'est des produits dérivés aussi. Les plateformes YouTube, comme c'est dans le monde présentement la plateforme de diffusion télévisuelle la plus grande présentement, ça n'a jamais été aussi gigantesque. Mais on s'ajuste présentement. On a qu'à penser à Facebook qui a changé son algorithme récemment. YouTube... Mais Facebook devient rebutant parce que là, avant, pour avoir, je te dirais, pour avoir eu des pages avec plusieurs dizaines de milliers de personnes dessus, auparavant, ça ne coûtait rien avoir des fans. Juste des gens qui suivent, ça coûtait absolument rien. Aujourd'hui, ça peut coûter entre 5 sous et 1 $ du clic, puis il faut que la tactique de marketing soit bonne. Et après ça, une fois qu'ils sont dans ta banque de données, c'est pas que tu t'envoies un message puis tu touches tout le monde comme c'était avant. Encore une fois, il faut repayer. Donc, la monétisation est complètement différente. YouTube, là, c'est plus au niveau des annonceurs. Donc, on va faire des vidéos sur un marché de niche. Comme pour ma part, moi, j'ai commencé une série qui s'appelle Guitarded. Donc, on passe au peigne fin des guitares de collection. C'est comme un atelier de guitare que tu fais en ligne. C'est pour les passionnés de guitare. Donc, c'est encore là un marché qui est très pointu. Je mettrais ça à TVA, j'aurais 0 code d'écoute ou presque. En le mettant sur le web, ça permet d'avoir des gens qui sont intéressés et intéressants et des
des manufacturiers qui vont avoir de quoi à vendre principalement à ces gens-là. À cette clientèle. Et sur la plateforme, ben là, par la suite, on a un hub, c'est-à-dire un site affilié où est-ce que là, on peut faire de la vente d'articles. Si on en revient, là, c'est sûr que c'est pour le commun des mortels, des personnalités comme toi et moi et tout ça, mais pour des télévisions comme TV Laval, par exemple, des médias dits traditionnels... On est encore en train de shifter là-dessus. Bien, c'est ça. C'est encore un questionnement et on doit, évidemment, puis je sais que c'est sujet de préoccupation pour Eduardo D'Acosta, qui est le directeur général, qui est tout le temps en avant, puis fonce tête première dans ce genre de belles technologies-là. Alors, c'est sûr que pour les médias de demain, ce sera inévitablement un sujet qu'on doit observer. C'est un mal nécessaire. Exact. C'est un mal nécessaire. Il faut passer par les plateformes sociales. Faut Mais je suis persuadé d'une chose, par exemple. Je suis persuadé d'une chose, c'est que peu importe la technologie, les moyens de changement, il est arrivé dans les années 50, la télévision pensait que la radio allait mourir, la radio s'est adaptée, a réussi à survivre. Dans les années 80, MTV qui a tué la Radio Star. Oui, Video Kill the Radio Star, comme le veut la chanson. Tout à fait. Il fallait être automatiquement presque une carte de mode et un mannequin pour faire la musique de haute voltige pour la grande populace. Là. Donc, exactement. On s'appelle le Mini Vanelli, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, je suis persuadé qu'on trouvera un moyen. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça permet de ce qu'on vient de jaser, de mieux illustrer les problèmes de demain, disons les enjeux aussi d'aujourd'hui, de ce qu'on doit faire au quotidien. Ce sont des enjeux aujourd'hui pour aussi. demain. C'est tout à fait le mot de la fin. Merci à toi. Ça fait plaisir. C'est pour une excellente cause que nous sommes avec Daniel Dorion qui s'implique au profit d'Opération Enfant Soleil, un spectacle qui aura lieu le 8 avril. C'est au Théâtre Marcelin Champagnat, ici sur le territoire lavallois, à 13h. Mais on va décortiquer un peu la raison et pourquoi on s'implique pour cette cause. Madame Danielle Dorion, merci d'être avec nous. Bien, merci. Vous êtes une artiste multidisciplinaire, je vais le dire comme ça, parce que vous avez à peu près tout fait là, pour ce spectacle qui s'en vient le 8 avril. Mais tout d'abord, c'est la question d'usage. Pourquoi cette cause Opération Enfant Soleil? J'ai une personne proche de moi qui a accouché à 27 semaines de jumeaux. Ils ont sauvé le petit garçon. Il est rendu à 7 ans, aucune séquelle. Et la petite fille est décédée à 34 semaines. Alors, je me suis promis de faire quelque chose pour la recherche. Je suis convaincue que qu'est-ce qu'ils vont trouver pour l'enfant, c'est le remède puis le pas pour guérir l'adulte. Alors, c'est pour ça que je m'implique. C'est une très belle maxime, puis je trouve que c'est vraiment inspirant ce que vous venez de nous dire. Et justement, c'est votre première édition. Alors, vous êtes associé donc à Opération Enfant Soleil pour cet événement. Mais là, tantôt, quand je parlais du fait que vous étiez une artiste multidisciplinaire, c'est gros votre spectacle, là. Oui, c'est un gros spectacle et je fais aussi des écoles et garderies. Je ne fais pas juste ce spectacle-là. Il va y en avoir d'autres à venir, mais pour le moment, je fais celui-là. Qu'est-ce qu'on pourra voir justement durant ce spectacle-là? Est-ce que vous chantez? Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui vont être sur scène? Il y a des jeunes. Moi, je vais le début, le milieu et la fin. Mais il y a beaucoup de choses où je fais avec mes artistes invités aussi. Je veux laisser plein de surprises parce que les gens qui vont être là, ils vont vraiment avoir un moment privilégié du jamais vu en spectacle. Je veux faire quelque chose d'unique puisque tout ce que je fais est unique. Alors, je veux garder ce concept-là. C'est ça, pour peut-être l'exploiter davantage dans les prochains mois, prochaines années. De nouvelles choses. OK. Et justement, donc, on parlait de jeunes, donc c'est Opération Enfant Soleil, donc vous allez impliquer des jeunes. Il y aura... est-ce que vous allez avoir un orchestre avec vous, des numéros chantés? Oui, j'ai un chef d'orchestre. Il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui sont là. C'est pour ça que je dis que ça va être un spectacle unique. OK. Parce que justement, je veux avoir quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Ouais. Est-ce que ça passe seulement que par la chanson? Est-ce qu'il y aura d'autres formes d'art qui seront exploitées sur scène? Oui, avec la chanson Le Cerf-Volant. Oui, justement. Puis que présentement, à l'heure où on se parle, au moment d'enregistrer cette entrevue, elle se trouve sur votre site internet danieldorion.com si les gens veulent l'acheter. Parce que... Puis vous avez un beau concept par rapport à la chanson Cerf-Volant. Oui, j'ai fait fabriquer 800 cerfs-volants que les gens vont rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu des enfants. Et puis, on va tous se lever debout. C'est magnifique. Je ne peux pas tout décrire parce que je veux laisser la surprise. Ouais. Donc, si on peut un peu le dire rapidement, mais évidemment, les gens pourront comprendre davantage de leur présence le 8 avril, mais c'est que finalement, les gens pourront donner un don, vont recevoir en échange un cerf-volant fait par vous. Oui.
à la main. Oui. Et par la suite, donc, ces fonds-là seront remis à Opération Enfant Soleil. Oui, tous uniques. C'est ça, Tous tous uniques. Oui. C'est fait à la main. Puis c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant de l'amener. Puis quand je martelais au début que vous étiez une artiste multidisciplinaire, c'est le cas. Et là, vous avez à côté de vous 2 belles marionnettes. Une croquette Ouais, que j'ai OK. fait moi-même, pièce OK. par pièce, parce que mon concept, quand j'ai écrit la chanson pour aller au Téléthon, c'était d'avoir un garçon ou une fille. J'en trouvais pas nulle part. Il y avait seulement des clowns, des tout petits, tout petits. Fait que j'ai décidé de les faire moi-même. J'ai regardé sur Google, trouvé marionnette, conception. Et c'est pourquoi là qu'ils Croquette sont et nés. Émile? Est-ce que c'est des prénoms ou des noms Dans qui- la chanson, Ouais. c'est ce que j'ai écrit, ma composition. Alors, je les ai nommés. Ils sont nés comme ça d'une composition. C'est qu'est-ce qui m'est venu. Les gens peuvent écouter la Ben, c'est ça, parce que chanson, l'imaginaire se transpose. Autant c'est fait dans la chanson, se fait de façon physique que l'inverse aussi, c'est si les de gens toute voient beauté. tout d'abord. C'est de toute beauté. Et ben, c'est donc justement le disque que j'ai entre les mains, que les gens ont pu voir à l'écran au cours des dernières secondes. Là, justement, est-ce que ça. Parce que là, on a 2 chansons sur Oui. ce disque-là. Oui. Alors est-ce que c'est un autre moyen, justement, de par les ventes, par les fonds, Oui. de les donner à Opération Enfant Soleil? Oui, parce que mon objectif, c'est d'atteindre 100 000 pour le Téléthon. Et ils vont recevoir des sous de toute façon, 30 jusqu'à épuisement des ventes. Tant qu'il y en a à chaque année, tant qu'ils en vendent, tant que ça va à eux pour la recherche. OK. Oui. Carrément. Oui, Et- jusqu'à tout ce que j'ai fait pour eux est à eux, puis ils peuvent s'en servir comme ils veulent, c'est pour eux. Et on peut trouver votre album à quel endroit? Ça va être en vente partout très bientôt. Je crois qu'ils vont être sur les tablettes à travers le monde à compter le maximum 2 mars. Vous avez dit à travers le monde. Oui, Ah oui? ça s'en va dans Ah oui? 195 pays, OK. 45 autres destinations et puis dans tous les magasins. C'est sûr que pour moi, c'est comme un pas que je m'attendais pas parce que c'est parti d'une idée. OK. Et là, je l'ai C'est envoyé des gens tout qui vous ont, bonnement. des gens qui vous ont aidé Non, là-dedans? j'ai juste envoyé la chanson parce que je trouvais ça dommage que la Fondation n'ait pas une chanson thème. OK. Puis je voulais vraiment qu'il y en ait une. Fait que je l'ai faite, puis je leur ai envoyé le mercredi. Puis le jeudi matin, ils m'ont écrit tout ça pour que je m'inscrive pour participer au Téléthon. OK. Et c'est là que ça a fait boule de neige. Les marionnettes sont venues après, puis L'inspiration de... c'est vraiment tout de suite là... la magie des enfants, Ouais. quand tu les vois, quand j'arrive avec mes marionnettes, de les voir, ce qu'on trouve plus aujourd'hui, là, la petite étincelle. de L'authenticité, dire- la pureté, c'est l'innocence, la naïveté. De toute beauté, j'ai une petite fille, elle me dessiné un dessin, elle a fait mes marionnettes. Au bout de la marionnette, elle a fait un cordon ombilical et à chaque bout, elle a fait un cœur. Elle s'était déjà attachée aux marionnettes. La beauté de l'enfant Et là-dedans. vous parliez tantôt d'entre autres, de plusieurs pays qui vont pouvoir Oui. entendre cette chanson-là, mais je Oui. pense que vous Ouais. dites dans une chanson, vous parlez dans plusieurs langues dans une Oui, chanson, je je pense. dis bonjour environ en 14 langues, la chanson Tam Tam. Mettons, là, son essai, là, une langue comme ça, là, au hasard, là, dites-moi donc deux, trois bonjours dans d'autres langues. Là. Nia, Mahaba, Buenos dias, Oui. Buongiorno, good morning, bonjour. Bonjour. J'en ai beaucoup, là. Mais c'est bien correct. Puis, non, mais c'était pour voir... sont dans la chanson, sont dans la ceux-là. chanson, voir votre accent. Oui, oui. On va voir si l'accent francophone québécois revient. Golden Gag en allemand. Golden Gag, ben oui, en allemand, En allemand. effectivement. Puis, Ben- c'est ça, j'en ai plusieurs. C'est à écouter les gens. Ben- La musique est très entraînante. Ben, hein? en tout cas, j'invite les gens à Oui. se procurer ce disque-là que j'ai entre les mains, qui a 2 chansons, de tout connaître de ce qu'on vient de jaser. C'est le danieldorion.com. Vous allez avoir de toute façon les informations au cours des prochaines secondes en dessous de moi, finalement, ici. Et puis, c'est au Théâtre Marcelin Champagnat le 8 avril prochain, 13h, pour toute la famille. Allez-y, je vous invite fortement à le faire. Puis merci et belle implication, Mme Dorion. Merci beaucoup. Je voudrais juste remercier toute mon équipe, Stéphane Ménard, Oui. mon chef d'orchestre et ma prof de chant. Tout le monde qui s'implique à 300 000 $ dans mon projet. Ben, bravo aussi à vous. Belle implication. Merci. Félicitations. Puis on vous souhaite d'atteindre votre objectif de 100 000 $. Merci à vous encore. Merci.
Joseph Fan participera aux Mondiaux juniors, membre du club de patinage artistique Laval. Joseph Fan peut dire mission accomplie. Il a brillé en finissant au 6e rang au championnat canadien qui servait d'essai olympique aussi à Vancouver du 8 au 14 janvier. Il a su attirer l'attention des juges et des spectateurs avec une récolte de plus de 241 points, à seulement 17 points d'une médaille au Doug Mitchell Thunderbird Sport Centre. Le patineur de 16 ans n'est pas revenu avec une médaille au cou dans la catégorie senior ni percé l'équipe nationale. Toutefois, il représentera le pays au championnat du monde senior. En fait, c'est plutôt junior, pardonnez-moi, qui auront lieu du 5 au 11 mars en Bulgarie. Fan s'est fait un nom à Vancouver en se faufilant parmi les meilleurs du patinage artistique. Sans grande surprise, Patrick Chan a remporté un 9e titre avec ses 272 points. Kikang Missing et Nam Nguyen, 258 points, aussi ont complété le podium. Le Canada ne déléguera que 2 hommes aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Patrick Chan et Kikang Missing. Fan était conscient que ses chances étaient plutôt minces. Il vise les Jeux de 2022 qui auront lieu à Pékin. Et outre Chang et Missing, un total de 17 patineurs, femmes, couples et danse a percé cette formation nationale de patinage artistique. Samuel Emilus signe avec UMass. Samuel Emilus réalise un rêve. L'ancien porte-couleur des Loups du curé Antoine Labelle a obtenu une bourse d'études de 4 ans avec l'Université du Massachusetts de la National Collegiate Athletic Association. Lui qui était désireux de poursuivre sa carrière aux États-Unis, Samuel a décidé d'accepter la seule offre d'une formation américaine. J'ai visité le campus en compagnie de ma mère. J'ai été impressionné par l'encadrement, mentionne Samuel Emilus. Je rêvais de jouer dans la NCAA et depuis mes débuts au football, j'ai sauté sur cette offre. Le receveur de passe de 20 ans qui a terminé son stage collégial avec les Cheetahs de Vanier sera accompagné par 2 coéquipiers, soit Arnold Membe et Darren Kérémé, dans cette aventure. Il rejoindra également un ancien partenaire de jeu, Tyrese Lebeau, et ce dernier a disputé la dernière saison avec UMass. Le fait que UMass figure parmi les 30 meilleurs aux États-Unis et que je pouvais jouer avec des gars que je connais ont motivé mon choix. Tyrese n'avait que de bons commentaires pour cette équipe. Samuel croit être en mesure de faire sa marque chez nos voisins du Sud avec le Minutemen. On ne m'a rien promis en style. Toutefois, je sais que je suis capable de compétitionner avec les autres receveurs. C'est certain que je vais évidemment viser un poste de partant, toujours selon ses dires. Le Lavallois déménagera ses pénates pour Amherst au Massachusetts en juin afin de vivre son rêve. Il sera environ 2 heures de Boston. Samuel a percé l'alignement de la formation d'étoiles du football collégial en 2017. Il a été élu joueur de l'année sur les unités spéciales comme retourneur de beauté de dégagement. Il a reçu aussi le titre d'athlète étudiant au Collège Vanier. Son brio lui a permis également de recevoir de nombreuses autres offres des universités canadiennes, Montréal, Laval, McGill, Calgary et autres aussi. Samuel a amorcé sa carrière de football en 2e secondaire avec les Loups de curé Antoine Labelle. Il a notamment gagné le Bol d'or en 2014. Il conserve d'excellents souvenirs de son passage avec les Loups. Alors, bonne chance, mon cher. Évidemment, espérons que ta carrière soit très, très longue. Au moment d'enregistrer ce segment du TV Laval Nouvelles, on vient tout juste de recevoir les citations au prochain gala des Oscars qui aura lieu le 4 mars dans la ville de la Mecque du cinéma américain. C'est bien sûr à Los Angeles que ça aura lieu. Puis on en parle avec Nicolas Vincent Poirier. Salut, Nicolas. Salut. Merci d'être là. Puis là, ce qu'on scrutait d'emblée, on va commencer avec ça. Peut-être que Denis Villeneuve, avec son film Blade Runner 2049, allait-il être nommé? Et là, bonne nouvelle et moins bonne nouvelle. C'est qu'on commence avec le fait que Denis Villeneuve, son film est en citation pour direction artistique, direction photo, montage sonore, mixage sonore et effets spéciaux. Donc, on s'attendait à des nominations du côté technique. Je m'attendais à ce qu'il soit nominé comme meilleur réalisateur. Et meilleur film. Meilleur film. Peut-être pas qu'elle ait gagné comme meilleur film, mais qu'elle ait été nominée comme... Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas, et je trouve ça très dommage. Bien, moi aussi, parce qu'il était, je trouve, de la trempe de ceux qui sont en citation pour le meilleur film. Je vais les mentionner là aussi là, pour ceux qui nous écoutent actuellement. Donc, permettez-moi de regarder sur mon téléphone, parce qu'il y a évidemment une flopée de nominations actuellement qui viennent tout juste de sortir. Alors, ce qu'on peut mentionner, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water et 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. C'est justement de ce film-là qu'on parle. Qu'on parle aussi aujourd'hui. Et c'est Shape of Water, d'ailleurs, qui part avec 13 nominations. Alors, je veux le dire aussi, là, qui part favori. Écoute, les films qui faisaient compétition à Blade Runner, je trouve, bon, c'est Shape of Water et Dunkirk. Sinon, le reste, là, tu sais, donc, moi, je pense que pour meilleure réalisation,
ça va sûrement être Shape of Water qui va gagner. Pour ce qui est du meilleur film, eh bien, c'est Three Billboards Outside, je me rappelle plus du reste. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, je vais le dire en français, là. Drame de Martin McDonagh. Ben, c'est aussi parce que... Ça va gagner meilleur film, les Golden Globes, persuadé. ils ont été encensés aux Golden Globes. Et souvent, c'est une ligne baromètre, mais il y a aussi les SAG Awards qui sont également souvent une ligne baromètre pour les Oscars, finalement. Oui, mais aussi, c'est le... Je sais pas comment dire ça. C'est le genre de film. Ça paraît que ça va gagner de la manière que c'est fait, aussi avec le message qu'on envoie. Tu sais, le film, oui, c'est une comédie noire, mais il y a un certain message de tolérance qu'on comprend à la fin. Et je pense que peut-être pour ça, c'est ce film-là qui pourrait gagner. Parce que les Oscars, c'est très politique. Bien, c'est ça. Il y a souvent des messages sociaux qui sont lancés à travers les films. Mais il est très subtil, le message. Je l'ai remarqué. Écoute, c'est une comédie noire quand même. C'est ça. C'est pas basé sur un fait vécu. Non, bien, exactement. Mais expliquons un petit peu ce que c'est le synopsis, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. C'est une mère. Bon, sa fille se fait assassiner, se fait violer. Et plusieurs mois après, le shérif de sa petite ville... a absolument rien fait et ils n'ont rien trouvé. Enquête bâclée, finalement. C'est ça. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de louer 3 panneaux juste à la sortie de sa ville pour faire de la pression sur le shérif. Tu sais, là, je pourrais plus dire les mots exacts qui est écrit, mais tu sais, comme qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que... Pourquoi tu n'as rien fait? Fais quelque chose pour sonner une alarme. J'attends encore, tu sais. Oui. Et ça va enclencher une série d'événements. Évidemment, la petite municipalité n'est pas tout à fait d'accord avec cette mère-là qui est en deuil, bon, par rapport à ce qu'elle veut faire pour mettre de la pression. Oui. En même temps, on apprend que le shérif a un cancer et est en train de mourir. Et tu sais, c'est ce genre de truc qui sera amené d'une façon très dramatique. Et là, c'est amené d'une façon un peu... humoristique, un peu. Pince sans rire. Ouais. Moi, c'est en plein mon genre d'humour. Puis, moi aussi, tout à fait. Et c'est aussi parce que, précisons que c'est Frances McDormand qui joue le rôle de la mère. Cette actrice n'a pas nécessairement, comment je dirais ça? Parce qu'elle a connu son heure de gloire avec Fargo, des frères Cohen, qui avait été pour nous une révélation pour cette actrice-là il y a plusieurs années de ça. Mais tu sais, je pense qu'elle choisit ses rôles. Elle choisit ses rôles. Et tu regardes ce film-là et ça peut ressembler vraiment à ce que les frères Cohen feraient. C'est la signature. C'est la signature. Parce que si on fait référence à Fargo, c'est un autre film, Pince sans rire, un film c'est exactement ça que les frères Cohen font. Et ce qui est étonnant, c'est que... D'accord, je pense, Amy. Elle est d'accord ou elle se pose des questions? Oui, elle se pose des questions. Ce film-là, bon, ça ressemble au look des frères Cohen. C'est pas réalisé par les frères Cohen, c'est réalisé par Martin McDonagh, qui a réalisé un de mes films préférés, À Bruges, qui a été fait en 2008. Ouais. Et ce qui est particulier, bon, Frances McDormand, elle, c'est son mari qui l'a persuadée de jouer dans ce film-là. Et c'est qui son mari? C'est Joel Cohen. OK. Oui. Ah, OK, je savais pas que c'était son mari. Oui, elle est mariée depuis 1984. Elle est mariée à Joel Cohen, un des frères Cohen. Et c'est lui qui a dit, comme c'est bon pour toi. Elle ne voulait pas parce qu'elle joue une mère endeuillée dans ce film-là. Et là, elle approche la soixantaine. C'est ça, donc et peut-être un peu moins le profil. Ça voudrait dire que pour cette petite ville-là, il aurait fallu qu'elle ait un enfant comme vers la fin trentaine, début quarantaine. Tu trouvais que ça n'avait pas de sens. Son mari l'a convaincu finalement. Et elle est en nomination comme meilleure actrice, actuellement au Oscar avec Meryl Streep, une éternelle habituée des nominations. Il faut dire que c'est une grande actrice, mais je pense qu'elle a aussi les voteurs de l'Académie de son côté. Je ne veux pas rien enlever à son talent. Elle sait bien choisir ses scénarios, Meryl Streep. Je fais une petite aparté, là. Mais quand même, je pense que son nom est déjà vendu d'avance, gagnant d'avance quand tu l'as sur ton affiche pour faire la promotion de ton film. Mais si on revient... Frances McDormand, elle est excellente dans son rôle. Oui. Vraiment, elle mérite de gagner comme meilleure non, mais actrice. certainement. Et... Sam Rockwell, dans son rôle, est excellent. J'abondais dans ton sens et je voulais le mentionner. Wilson est excellent. Et je vais mentionner quelque chose. Ce film-là a été produit et distribué par Fox Searchlight. Fox Searchlight, c'est une branche de 20th Century Fox. Et cette branche-là, bon, se spécialise dans des films plus indépendants, des films étrangers. Et, ne veux pas, il y a eu beaucoup des films distribués par cette compagnie-là gagnent comme meilleur film aux Oscars, 12 Years a Slave, ça va donner un coup de pied, Millionaire, Birdman, tous des films produits et distribués par Fox Searchlight.
qui ont gagné comme meilleur film. Et donc, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce Que film-là ce soit gagne. prisé par... puis que ce soit choisi... Comme meilleur film, pas meilleure réalisation. Pas meilleure réalisation, c'est ça. Mais parce que faut quand même déceler les deux, parce que le meilleur film, c'est un peu le prix que tout film, ou je dirais que toute organisation, toute équipe veut gagner. C'est le prix ultime, meilleur film. Le prix ultime qui est remis aux producteurs et souvent c'est c'est très, les Oscars c'est très politique. Autant au niveau de la réalisation, bon c'est un peu différent, tu sais. Mais le meilleur film, Moonlight l'année passée qui avait gagné, bon c'est un autre. Slumdog Millionaire il y a C'est quelques ça. années. Tout est politique. Ouais. Quand on regarde chacun des films, il y avait un sens pour pourquoi il a gagné. Ouais. Puis je veux juste revenir sur le fait, et parce que là, tu as évoqué Sam Rockwell, on a évoqué Frances McDormand, que j'adore. Fargo, c'est un de mes films cultes de tous les temps. Je l'écoute au moins 3 fois par année. Et il y a aussi Woody Harrelson, dont je trouve on oublie souvent, mais qui est un acteur, pour moi, d'exception. Il est excellent, il est tellement bon. Et ces 3 noms-là ne sont pas nécessairement des grands noms, si je peux dire, ne sont pas... dans le fond, on les choisit pour leur talent d'acteur et non pour, disons, leur grande popularité, pour attirer des cinéphiles, et on ne les prend pas non plus pour la belle gueule ou pour toute autre chose. Alors, j'aime beaucoup, c'est comme un peu des... Je vais me permettre le mot « outsiders », là. C'est peut-être pas tout à fait approprié, mais tu vois où je veux en venir. Je comprends ce que tu veux dire. Pour ce qui est de Woody Harrelson, lui, il peut autant faire des films à gros budget que petits comme celui-là. Zombieland, tu te rappelles? Ben, c'est exactement l'exemple que j'ai donné. Zombieland veut dire c'était lui pas mal la tête d'affiche de ce film-là, et le film a été un énorme succès commercial. Et ces 3 acteurs-là, tu sais, c'est un... Non, ça va pas attirer des grandes foules, mais par contre, pour ce type de film-là, pour ce type de marché-là, c'est parfait, le casting est parfait. Le film a coûté 12 millions, en a rapporté 43 jusqu'à présent au box-office. Les Oscars sont pas encore arrivés. Je prédis que, après, quand il va gagner plusieurs prix aux Oscars, Ça aura son le effet. film va ressortir au cinéma, et là, il va se faire encore plus d'argent. C'est sûr. Donc, non, c'est pas les films qui va le type d'acteur qui va faire vendre une tonne de billets, mais pour ce marché-là, c'est c'est les parfait. acteurs qu'on veut. Et ça, en tout cas, je trouve que ça remet un petit peu en question aussi parfois d'avoir des têtes d'affiche, d'avoir des grands noms, d'avoir les acteurs ou les actrices de l'heure. Je trouve que ça remet un peu les pendules à l'heure. Comme quoi, aux Oscars, il y a quand même encore... puis ça nous remet dans la face à chaque année l'art du cinéma. Le 7e art est devant nous. Ce ne sont pas des budgets, ce ne sont pas des films blockbusters. Souvent, c'est vraiment l'art typique, les artisans du cinéma, comme Denis Villeneuve en est un, Exactement. des génies du cinéma. Mais en même temps, ce type de film-là a son marché aussi. Et juste une parenthèse, On y va rapidement pour... le réalisateur terminer. du film, bon, c'est pas basé sur aucun fait vécu, mais par contre, il a eu l'idée quand il se promenait en Alabama, puis il a vu justement quelqu'un qui a mis des panneaux comme ça en dehors de sa municipalité parce que la police ne faisait pas assez. pas rien. Ah, c'est Exactement. intéressant. Donc, c'est basé sur un mini fait vécu dans ce sens. Bien, en tout cas, allez le voir parce qu'il promet Golden Globes, ACG Awards et peut-être un Oscar très bientôt. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Voilà, juste pour rappeler qu'on est au Québec. Tu l'as eu. Je l'ai eu! Hey, merci. Avant de vous quitter, il faut absolument que je fasse quelque chose. Il faut absolument que je salue et que je souhaite bonne fête à Claudette Huppé. Qui est-elle? Une femme importante, parce que si elle n'était pas là, eh bien, nous n'aurions pas notre super réalisateur Alain Huppé. Alors, bonne fête Claudette, je te salue, je te souhaite une très, très belle journée, puis j'espère que Alain t'a acheté un très beau cadeau. Je lui mets un petit peu de pression, il est derrière la caméra actuellement. Je vous souhaite un très beau week-end à vous tous. tvrl.ca pour plus de détails, page Facebook aussi de TV Laval pour évidemment envoyer vos commentaires, vos suggestions. On aime ça vous lire, vous savoir à l'écoute. Et de même que je vous rappelle que dans les prochaines minutes, notre fameux bingo TV Laval, 3 500 $ à gagner, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Je vous souhaite une très belle semaine. Amélie sera de retour avec moi dès la prochaine émission, finalement. Alors, je vous dis à très bientôt. Salut, bonne semaine.